Toujours intéressant le samedi matin d'écouter France Culture, les émissions de Jeannet, de Christine O'Krent. Et je retiendrai là dans l'immédiat un de ses interlocuteurs qui disait que d'une certaine manière, un certain nombre de kamikazes et de recrues émanaient de familles marquées par le Rif, par la guerre du Rif au Maroc. Et ça ne me surprend pas, car j'ai déjà exposé à plusieurs reprises l'idée que derrière un groupe qui normalement est ouvert à un ensemble très large de recrues, on s'aperçoit que en réalité c'est une population très particulière qui en constitue le noyau et qui en constitue l'homogénéité. C'est la théorie de la double homogénéité, homogénéité du projet, et puis à un autre niveau, homogénéité du groupe constitutif. Et ce sont des choses complètement différentes. Et on a tendance à assimiler l'un à l'autre et à croire que un projet aussi vaste va englober des populations extrêmement diverses, alors qu'en réalité, sur le terrain, ce sont des populations très particulières qui ont déjà des points communs entre elles qui n'ont rien à voir avec le projet auquel elles se rallient. Ce sont ces populations particulières qui ont leur propre histoire, qui ont leur propre programme en quelque sorte, qui vont en quelque sorte instrumentaliser le projet, de même que le projet va instrumentaliser cette population. Il y a une double instrumentalisation de part et d'autre, avec cette double ambiguïté finalement, puisque le projet général va être porté par un groupe très particulier, et que le groupe très particulier va se présenter masqué sous l'apparence d'un projet général. Euh, ce phénomène-là, on le retrouve à de très nombreux niveaux. En ce qui concerne la question, justement, qui a été posée également à l'émission de Christine O'Krent, Relations internationales, je crois que ça s'appelle, ou autrement, à savoir que euh, les premières générations d'immigrés en France, en Belgique et ailleurs euh, jouaient beaucoup plus le jeu de la laïcité. Et que ce sont des immigrations plus tardives qui ont fait basculer le processus. Eh bien, ce phénomène-là, je l'avais décrit il y a déjà une vingtaine d'années à propos de l'immigration, comme on voudra, l'immigration russe en Israël. Alors ça n'a rien à voir apparemment, mais sur le plan structurel et méthodologique, c'est extrêmement proche. J'avais signalé qu'en effet, les Russes qui avaient immigré en Israël dans les années 70 avaient accepté une sorte de laïcité à l'israélienne qui passait notamment par l'acquisition d'une langue commune. Hein. Parce que finalement en Israël, c'est quand même un enjeu majeur la question de la langue quand les gens viennent de pays extrêmement différents. Et moi-même, d'ailleurs, j'ai épousé, pour dire la vérité, une femme qui appartenait à cette immigration des années 70. Et après la chute du système soviétique à la fin des années 80, il y a eu un nouvel afflux au début des années 90 d'immigrés venant également de Russie ou de l'ex-URSS, y compris l'Ukraine, etc. Et ces gens-là n'ont pas joué la carte de la laïcité que je viens d'évoquer tout de suite. Et non seulement ils ne l'ont pas joué, mais ils ont fait basculer d'une certaine manière l'immigration russe des décennies précédentes euh, vers justement un communautarisme radical, plus radical, euh, qui n'était pas ce qui avait été l'option dans les années 70. Autrement dit, les immigrations successives ont un effet extrêmement pervers.
quand elles viennent de la même région. Parce que, d'une certaine façon, et je l'avais bien expliqué à l'époque, d'une certaine façon, la nouvelle immigration va arriver dans un pays où il y a déjà une présence de la même population. Une présence de gens qui se sont assimilés jusqu'à un certain point. Et donc, par conséquent, quelque part, cette assimilation va laisser croire que cette nouvelle immigration va jouer le même jeu. Et donc, il va y avoir un préjugé favorable à l'égard de cette nouvelle immigration, pourtant de même origine que celle qui a précédé. Et ça va faciliter, cela va mettre ces immigrés de la présente immigration dans une situation extrêmement ambivalente. Parce que d'une certaine manière, ils vont favoriser l'intégration de la nouvelle immigration, mais d'autre manière, ils vont servir d'interface avec cette société israélienne, et en l'occurrence, on parle pour l'instant de cela. Et d'interface, c'est-à-dire qu'eux-mêmes sont eux-mêmes évidemment partagés, puisqu'ils sont à la fois assimilés jusqu'à un certain point à la société israélienne, par la langue, peut-être même par la religion jusqu'à un certain point, qu'ils auraient accepté, puisqu'ils se seraient convertis, venant de pays où le judaïsme était pratiqué sur le plan religieux très faiblement. Donc ce qu'on appelle la conversion, c'est-à-dire le retour pour des juifs à la religion de leurs ancêtres. Et donc, ils sont dans une sorte d'interface, à la fois ils représentent la société israélienne, et à la fois ils sont évidemment russophones, marqués par le même régime, la même histoire que l'immigration suivante, et donc par conséquent, ils vont permettre de s'installer une immigration beaucoup plus compliquée, beaucoup plus complexe que la leur, à tel point d'ailleurs que finalement ces nouvelles immigrations russes des années 90, etc., ne vont pas être des réussites sur le plan de l'assimilation, ni sur le plan de l'acquisition linguistique, et qu'au contraire, le russe va s'imposer comme une langue presque officielle, avec dans les banques, dans les administrations, des inscriptions en russe, avec dans beaucoup d'endroits des traductions du russe vers l'hébreu ou de l'hébreu vers le russe. Je me souviens d'avoir assisté en 95 à un séminaire sur Shavuot, sur certains thèmes religieux, où l'on ne demandait même pas aux assistants de comprendre l'hébreu. On faisait cela en hébreu et c'était traduit en russe. Donc il y a eu une régression et l'Israël est devenu une société beaucoup plus communautarisée qu'elle ne l'était dans les années 60-70. Alors pour en revenir à la question française et belge, et française notamment, on a le même phénomène. On a une laïcisation relativement loyale dans les années 70, puisque justement c'est à ce moment-là que sont arrivés beaucoup d'immigrés en France, et les immigrations maghrébines successives et suivantes auront suivi un processus que je viens de décrire pour Israël, à savoir des intégrations moins flagrantes, moins déterminantes et beaucoup plus équivoques. Et par conséquent, et avec pour effet, bien évidemment, de déstabiliser l'immigration des années 70, qui, elle, retrouve encore une fois dans une situation d'interface entre la société française et l'immigration récente, puisque à la fois ils connaissent les clés de la société française, ils se sont assimilés, et en même temps, bien entendu, ils ont les bagages qui leur permettent de communiquer avec les nouvelles immigrations. Tout ça, ça crée aussi bien en Israël
qu'en France des ambiguïtés de toutes sortes, et on pourrait certainement le répliquer pour d'autres pays, avec plus ou moins d'évidence. Et ça montre bien que finalement, cette technique des immigrations successives est extrêmement dangereuse. Et je l'avais condamnée depuis longtemps, et je pressentais qu'il y aurait un problème, et c'est-à-dire souvent un échec. Parce que pourquoi Israël a continué à favoriser une immigration russe, russophone, ex-soviétique, dans les années, tout au long des années 70 à 90, c'est parce que, tout simplement, il n'y avait pas d'autres formes d'immigration véritablement significatives, à la différence des années 60. C'est-à-dire qu'il y avait une seule, enfin quasiment une seule et unique source d'immigration vers Israël, l'Alia, et qui venait du monde russophone. Donc ils ont été obligés d'accepter ce risque, avec le prix que ça représente. Bon. Dans le cas de la France, les facteurs d'immigration étaient différents, mais quelque part, c'est un petit peu la même chose quand on y réfléchit. Parce que le droit de retour, au fond, qui était ce qu'on appelle le droit de retour, c'est-à-dire le droit pour des juifs euh, de venir s'installer en Israël en ayant des facilités de naturalisation tout à fait accélérées, et bien, quelque part, bien que ce soit sous une forme un peu étrange, il y a une sorte de droit du retour pour les Arabes des régions ex-françaises, des départements ex-français, même si ça n'a pas été dit comme cela, mais là aussi, il y a un droit du retour. Et donc, par conséquent, euh, la France a accepté ces immigrations successives, avec les conséquences que l'on sait, c'est-à-dire un développement du communautarisme musulman, qui n'existait pas avec cette même intensité dans les années 70, hein, et qui a fait tache d'huile dans le milieu de l'immigration maghrébine, toute génération confondue. Donc, nous avons des similitudes assez remarquables. Immigration russe vers Israël, les différentes vagues, je ne parle pas des immigrations du début du XXe siècle, bien entendu. Immigration maghrébine vers la France, avec des vagues successives aussi. Et dans les deux cas, un échec de la laïcité entre guillemets, parce que tout pays a une forme de laïcité de toute façon. Qu'est-ce que c'est que la laïcité? C'est tout simplement le fait d'accepter dans un pays donné un minimum de processus communs à tout le monde. Ça passe par la connaissance minimale de la langue, ça passe par la connaissance minimale du pays, de la ville, ça passe par l'utilisation d'une certaine monnaie. Enfin, tout ça, c'est de la laïcité, si on veut, quelque part. C'est quelque chose c'est un minimum de vie en commun pour une communauté. Même dans un pays hyper communautariste, il y a une laïcité, aux États-Unis comme ailleurs, il y a des choses qui sont communes. Comme par exemple le rôle de l'armée en Israël, qui faisait que toute population confondue, il fallait faire l'armée. C'était ce qu'on appelle un melting pot, un creuset. Bon. Et le fait qu'en France, l'armée ne joue plus ce rôle est également probablement pas sans importance depuis une dizaine d'années. Là aussi, il y a ce problème. Alors, on vous parle de laïcité et finalement on supprime le service militaire. Il faudrait quand même être cohérent. Hein. Il faudrait savoir ce qu'on veut. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc les processus de laïcisation, ils passent par l'école, ils passent par l'armée, ils passent par le paiement des impôts, etc. J'en avais parlé avec mon ex-femme à l'époque, je lui disais, mais qu'est-ce qui est commun à toutes ces populations juives installées en Israël? Et effectivement, elle n'avait pas grand-chose à répondre. Elle me répondit, bah oui, on paye des impôts, oui, et on envoie nos enfants à l'armée. Bon, très bien. Bon, alors, et on parle la même langue aussi.
Et là, on voit bien qu'il y a un décrochage linguistique effarant et flagrant dans les deux cas, puisque on parle de plus en plus russe, y compris pour les juifs qui avaient choisi de parler hébreu. Euh, En plus, les chaînes câblées, les trucs comme ça, les Russes qui arrivaient en Israël dans les années 90, ils pouvaient continuer à regarder les émissions en russe de la radio locale russe. Et il est évident aussi qu'il y a une radicalisation de la pratique de l'arabe ou du kabyle dans les milieux musulmans, arabo-musulmans en France et en Belgique. Donc on voit bien que la langue, on n'en parle pas suffisamment, mais la langue, le repli sur la langue d'origine et, et la relativisation de la langue locale du pays où l'on arrive est un symptôme extrêmement caractéristique et symptomatique. C'est-à-dire, effectivement, c'est pas rien que de refuser, dans l'espace public, on a parlé du voile, etc., mais le refus de parler le français dans l'espace public, ou de parler l'hébreu en Israël dans l'espace public, ce n'est pas non plus innocent.